Alors finalement, on revient. Ah non, Chacun d'entre vous mériterait une soirée d'hommage au titre de son œuvre et de ses engagements. Votre présence constitue un témoignage de sympathie d'une rare qualité dont le prestige rejaillit sur tout le centre, sur son président, sur l'ensemble de ses personnels. Elle dit surtout notre cause commune autour du livre et vous m'envoyez ému car votre solidarité nous donne encore plus de détermination pour aller de l'avant. Que soit aussi remerciée Madame Marie Dabadi, et je remercie enfin notre ami Jean-Claude Perrier d'avoir bien voulu animer cette rencontre, et je lui laisse bien volontiers la place pour qu'il interroge Robert Copp sur ce siècle des Goncourt, avant que les académiciens Goncourt eux-mêmes ne s'attachent peut-être dans la foulée, dirais-je, à questionner Robert. D'où est venue l'idée de ce livre ? Si je comprends bien, je repasse un oral. Oui, mais il a intérêt à réussir. Voilà. D'où est venue l'idée du livre ? Eh bien, l'idée du livre est relativement ancienne, parce que, d'abord, je m'intéresse au Goncourt depuis un certain temps, j'ai réédité le journal, et c'est un jour, Régis Debray, après avoir discuté, je crois, avec Antoine Gallimard, qui m'a dit d'ailleurs, le moment serait venu de faire un volume, non pas une étude universitaire, mais un volume un peu amusant pour un public plus large qui pourrait prendre place dans la collection Découverte. Alors, dans une histoire comme ça, évidemment, et dans un livre d'un format à peu près calibré, imposé, bien entendu, il ne s'agit pas de faire une histoire exhaustive ni de l'Académie ni du prix Goncourt, mais il a fallu faire des choix. Et l'un de tes choix et l'un de tes fondamentaux est de repartir de la base et de rappeler par exemple la fondation de cette Académie Goncourt, dont l'histoire est elle-même déjà une saga dans la saga. Et puis il y a cette histoire du testament des Goncourt, avec ces termes précis que j'aimerais que tu nous rappelles, parce que régulièrement, lorsque le prix Goncourt est attribué, certains commentateurs plus ou moins bien intentionnés disent « Ah, ils n'ont pas respecté les volontés des frères Goncourt, etc. etc. » Donc, pour une fois, rétablissons le texte dans sa totalité et quelles étaient les intentions exactes des frères Goncourt quand ils ont créé d'abord l'Académie, puis le prix. Les frères Goncourt ont d'abord pensé à l'Académie et ensuite au prix. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'est posée de façon de plus en plus aiguë une question qui se repose aujourd'hui au moment du piratage tous azimuts et du copiage tous azimuts, c'est-à-dire de quoi vit un auteur. Ils ont ébauché cette idée d'une société littéraire, c'était le terme qui était employé et qui est encore celui qu'emploie le Testament. D'une société littéraire des Goncourt qui aurait d'une certaine manière les moyens matériels de vivre uniquement pour l'œuvre. Et donc il crée cette société littéraire et il la finance, on dirait aujourd'hui, il la mécène. Ils la financent par leur collection. Mais il y avait quand même des idées, donc il y a la création du prix, mais tu dis aussi que dès l'origine, il imagine une contre-académie. Ah oui, évidemment. Française. Évidemment, et il voulait que le prix soit donné à la prose. Alors l'Académie française, ici dans la salle, il y a des amis qui sont mieux placés que moi pour en parler, donnait un certain nombre de prix, mais en littérature essentiellement des prix de poésie. L'Académie française était assez rétive au roman et très rétive aux romans naturalistes. Et l'Académie française, représentant la tradition, à l'époque dans ce qu'elle avait peut-être de plus étroit, les frères Goncourt voulaient faire une contre-académie
pour consacrer le genre littéraire que l'Académie française n'estimait pas suffisamment à leurs yeux, voire méprisait, c'est-à-dire le roman. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent dans leur testament, il faut donner le prix à une œuvre en prose. Pour les concours, les vers appartenaient au passé. C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais fait attention à Baudelaire. Baudelaire était quelqu'un qui appartenait à la littérature d'antan. Ça n'avait plus aucun intérêt. L'avenir était à la prose à leurs yeux. Donc le prix devait être donné à une œuvre en prose. Une œuvre... On peut citer, tu permets? On peut. Ce prix sera donné au meilleur roman, au meilleur recueil de nouvelles, au meilleur volume d'impression, au meilleur volume d'imagination en prose et exclusivement en prose, publié dans l'année. Voilà. Parce qu'on entend parfois, les Goncourt, on en parlera tout à l'heure avec vous, mesdames, messieurs, les Goncourt ont couronné un premier roman, or, c'était pas dit dans le testament. Ou bien à l'inverse, il ne fallait couronner que des premiers romans, que de la découverte, etc., etc. Donc, quand on lit clairement les termes du testament des Goncourt, c'est œuvre en prose, mais ça pourrait être une nouvelle, ça pourrait être un récit de voyage, ça pourrait être... Donc, la seule chose qui est exclue, c'est la poésie, ou le théâtre. Absolument. La poésie et le théâtre. D'accord. Zola avait, aux yeux des Goncourt, un naturalisme étriqué dans la mesure où c'était le naturalisme de la poubelle, ou le naturalisme des égouts. Donc, 1903, parce qu'il faut bien que l'histoire débute, premier prix Goncourt, John-Antoine No. On n'est pas arrivé à 2012. Ah, mais on va pas faire tout le balayage, mais c'est pour fixer les cadres, et puis ça permettra tout à l'heure à nos amis académiciens aussi d'apporter des précisions, leur conception des choses, donc on fournit de la matière. Là. Donc, premier prix Goncourt, moi je serais curieux de savoir quel est l'accueil de ce premier prix Goncourt. Est-ce que c'est déjà un événement, notamment médiatique à l'époque, ou est-ce que ça passe totalement inaperçu? On a réédité, je crois... Ni l'un ni l'autre. Antoine, on a réédité il n'y a pas très longtemps ce John-Antoine No, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années, et c'était amusant d'avoir des comptes rendus de lecture modernes sur ce livre. Moi j'ai gardé à l'esprit que les gens disaient finalement c'est pas une nullité, mais c'était pas terrible, mais ça passe encore. Et on peut dire ça de beaucoup de livres. Et c'est d'ailleurs la majorité. Oui. Non, il y a une chose pour donner le peu d'importance à l'époque quand même du prix, c'est que le prix était donné par la caissière du restaurant. Oui, mais ça c'est les journalistes devaient aller voir la caissière pour avoir le numéro du prix. Oui, mais ça c'est en partie une légende. Oui. Ce n'est pas, ce n'était pas un prix qui a fait du bruit, un petit événement littéraire. Voilà exactement ce que c'est. On voit dans les archives qu'en 1911, Grasset déjà grenouille un peu pour l'avoir pour Alphonse de Chateaubriand. On voit dans les archives que j'ai pu consulter, grâce à Antoine Alimard, la correspondance entre Martin Dugard et monsieur votre grand-père, qu'ils se disent, tiens, pour Jean Barrois, pourquoi pas, ce serait agréable de l'avoir. Donc il y a une petite convoitise dès avant la Première Guerre qui se fait jour. Et puis il y a tous les prix qui naissent contre le Goncourt. Voilà, le Renaudot a été fait contre le Goncourt et l'Interallié a été fait contre le Féminin. Absolument. Et on vous reproche d'avoir toujours raté tel ou tel grand écrivain du XXe siècle. Le Goncourt n'a pas été décerné à X, Y et Z, on ne va pas tous les passer en vue. Ce qui m'a frappé dans le livre de Robert Kopp, c'est sa relative indulgence. Parce qu'il dit, oui, certes, les Goncourt ont raté tel et tel et tel, mais ils ont quand même couronné Proust, couronné oui, mais attends, Y et Z. Attends, quand ils couronnent Proust, c'est à ce moment-là qu'on leur tombe dessus à bras raccourcis. Parce qu'on leur dit, comment un salonnard qui n'a pas fait la guerre, alors que vous avez devant vous les croix de bois de Roland d'Orgelès. Si on veut regarder l'ensemble du prix, le palmarès n'est pas plus mauvais que n'importe quel palmarès de n'importe quelle académie, il est plutôt tendanciellement meilleur, dans la mesure où, sur les 110 romans couronnés, si vous allez dans une bonne librairie, vous en trouvez les 2 tiers. Les 2 tiers, peut-être pas tous à la fois, mais les 2 tiers ont été régulièrement réimprimés. Alors, moi j'avais envie d'avoir à notre table quelques bisous entre guillemets de l'Académie pour leur poser quelques questions comme ça un petit peu que chacun d'entre nous a envie de leur poser. Par exemple, Pierre Assouline, toi qui n'as pas eu le prix Goncourt,
Oui, ben ça y est, c'est fini. Hein. C'est plié. C'est raté. Alors, Je suis délivré d'une angoisse. Voilà. oui, tu permets que je pose la question Oui, avant ah de- oui. Ah, oui, ces journalistes sont infernaux. La question était, lorsqu'on t'a proposé d'entrer à l'Académie Goncourt, puisqu'on ne postule pas, ce que disait Philippe Claudel, on est coopté. Lorsqu'on te l'a proposé, est-ce que tu as eu, soyons ce qu'on est entre nous, tu peux nous faire une confidence, est-ce que tu as eu un moment d'hésitation? Non, alors dans les deux cas, c'était pas un problème. D'abord, l'académicien français, franchement non. Enfin, je n'ai pas pensé, donc la question ne se posait pas. Et par rapport au prix Goncourt non plus, j'ai été sur la liste du prix Goncourt. Oui, donc en plus, tu avais des chances potentielles. Oui, mais très sincèrement, ça m'a fait tellement plaisir d'avoir été choisi et coopté par cette académie que pas un seul instant, je me suis dit, je ne l'aurai plus. Et en même temps, par la suite, quand j'y réfléchis, je me suis dit sincèrement, je suis maintenant délivré d'une angoisse. Donc c'est vrai que quand Edmond m'a appelé, je lui ai demandé un petit délai de réflexion. Et finalement, je lui ai dit oui, évidemment avec le sentiment d'être honoré, le sentiment aussi de rejoindre une bande d'amis, que j'aime bien les bandes, et puis aussi, donc, là c'est pour une raison plus personnelle, j'étais en mal de lecture romanesque, étant un peu fatigué de la littérature d'idées, qui est pour moi un peu masculine et superficielle. Et puis je voulais un peu, étant plutôt mon siècle, comme dit l'autre, c'est le 19e, je voulais un peu voir si Julien Gracq avait ou non raison de dire que dans la dernière moitié du siècle, au fond, la fiction et la poésie étaient très en deçà de la littérature d'idées précisément. Et donc j'avais envie de vérifier, et je m'aperçois que la fiction est extrêmement riche et que j'apprends beaucoup plus en lisant des romans qu'en lisant de la philosophie. Quand on est élu à l'Académie française, on sait bien que à chaque fois c'est à l'arraché et que quand on y est, la moitié des membres de l'Académie vous détestent. Ils se détestent tous entre eux, et parce qu'il y a la moitié qui n'ont pas voté pour eux. Et bon, quand on est élu à l'Académie Goncourt, on sait qu'une seule boule noire suffit à être retoquée. C'est-à-dire qu'on est forcément élu à l'unanimité. C'est, disons, amical et convivial par principe. Voilà, et en plus un peu snob, puisqu'on est moins nombreux, comme tu viens de le dire. Sans vouloir faire le procès de quiconque, mais simplement racontant la vérité, nos prédécesseurs pouvaient se permettre de lire très peu, quelquefois moins que peu. Il est dit, je crois d'ailleurs, que Madame Colette lisait 3 livres. Et puis c'était tout. Dans mon fort intérieur, je considérais qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait ou changer ou ne plus être là. Et j'ai réuni d'abord, j'ai trouvé d'abord beaucoup de monde dans l'académie, quelques fauteuils vides, et j'ai été entré d'une manière assez particulière, puisque j'avais été précédé par une véritable campagne pour mon livre, pour Oubliez pas rien, menée par Louis Aragon, qui a littéralement imposé le livre à 3 ou 4 personnes qui, il savait, pouvaient aider ce livre à être connu. Avant que cela ait eu lieu, personne ne connaissait mon nom. J'étais une journaliste qui dirigeait Vogue. Vous avez eu un formidable attaché de presse, madame. C'est devenu... C'est vrai. Pas beaucoup de femmes quand même quand on regarde le palmarès. Il y en avait très peu. Ça reste la parité, c'est pas pour demain. Alors ça pourra peut-être aller plus vite qu'on croit. D'accord, on accepte l'augure. Tout d'abord, il y a une diversité entre nous, de goût, parce que vous imaginez, c'est que si vous avez tous les mêmes goûts, ça serait mieux. Et c'est vrai que au mois de juin, quand on commence à recevoir les livres, je commence par les livres qui viennent soit d'Afrique, soit du Liban, soit du Maghreb, pas par comme ça. J'aimerais bien découvrir un bon écrivain libanais, ou un bon roman libanais, un bon roman marocain ou tunisien. Bien entendu, le prix Goncourt, c'est aussi économiquement quelque chose d'extrêmement important, d'abord pour le lauréat qui le reçoit, pour son éditeur. Est-ce que, on en a parlé pas mal aussi de ça, notamment dans la presse qui commente, est-ce que vous avez parfois eu des considérations économiques
oui, ce livre-là, d'accord, mais petit Goncourt, petit, tandis que ce livre-là, beaucoup plus médiatisé, etc., gros Goncourt, grosse vente, gros retentissement. Est-ce que vous avez cette préoccupation-là? On a, pas sur les ventes. forcément qu'on l'a. Non, mais c'est Une intéressant. question Tout qu'on le monde se se pose, la on question. se dit, est-ce que ça va marcher? Mais ça n'est pas ça qui fait choisir. Ça n'aurait pas de sens de séparer un texte de son auteur, en général, quand on fait une critique, mais même encore plus quand on décerne un prix. À quoi bon séparer Dora Bruder de Patrick Modiano? Ce serait absurde. Nous montrons un tempérament assez réfractaire aux grandes campagnes. Moi, je ne savais pas en entrant que j'allais devoir me convertir en chroniqueur et critique pendant 3 ou 4 mois. Et je trouve que le prochain livre de Coq, peut-être, sera de publier tout ce qui s'échange entre nous. Il faudra laisser passer un certain temps, où vous verrez tout de même des gens qui savent lire, relire, réfléchir, discuter. Et donc, cela, je trouve que l'image du Goncourt ne restitue pas un peu tout ce travail intérieur qui est pas une ascèse, mais qui est tout de même Qui est récent depuis 2008. dont je crois, il faudrait demander à Edmond, que c'est depuis quelques années, me semble-t-il. Ces notes de lecture sont du plus haut intérêt. Ouais. Mais là, il n'aurait pas fallu un cahier supplémentaire, mais 3. Mais il faut mettre que tout le monde soit mort, je crois, quand même. Les 3 livres, les 3 romans pour lesquels il y a eu du véritable campagne dans la presse, Olivier Adam, Aurélien Bélanger et Christine Angot, ne sont pas sur la liste. En revanche, vous avez Ferrari et Deville qui ont eu aussi une énorme campagne D'accord. médiatique. Il y a énormément d'articles sur Ferrari et Deville, parce que ce sont des articles pour dire, voilà de bons livres. Il n'y a pas une volonté de campagne. Quand tu vois ce qui a été écrit sur les 3 que j'ai cités, il y a une volonté de campagne. On attribuait le concours d'avance, mais ça. Oui, il y a une volonté de campagne et en même temps, après, on peut lire, contrairement à ce qu'on pouvait penser, tel et tel nom manque dans la liste. Lire à l'aveugle, moi voilà pourquoi je suis contre aussi, c'est parce que ça n'aurait pas de sens, s'agissant d'un écrivain qui a une œuvre, de ne pas replacer son texte dans le contexte de son œuvre. J'ai essayé de les titiller un peu, mais c'est des grands professionnels, donc il n'y avait pas tellement de risque. Mais on est très, très curieux d'avoir des questions publiques. Et merci encore une fois à cette présence exceptionnelle de l'Académie Goncourt. Imaginez que si ce soir ils décidaient de faire une 3e liste pirate, ils auraient le droit, parce qu'à E5, ils ont la majorité. On a le quorum ce soir, donc ils pourraient le faire. Merci encore à tous. Votre mission est de révéler un nouvel auteur, de l'encourager pour qu'il fasse une œuvre. On voit aujourd'hui que vous avez à la fois couronné de jeunes écrivains et des écrivains déjà reconnus. Modiano, Marguerite Duras et d'autres. Donc on voit bien qu'il y a 2 tendances. Pour vous qui êtes là autour de cette table, quelle tendance vous aimeriez plutôt favoriser? Aucune. Ça dépend de ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on lit. Oui, moi j'ai l'impression que... On ne se pose pas de problème. Moi je lis en aveugle, peut-être parce que je ne connais pas bien le milieu littéraire. Et en même temps, de Duras, il a été question à partir de 63. Son nom revient périodiquement, elle est dans une liste, dans une seconde. La question se pose pour Quignard, par exemple. Voilà. Et donc, elle n'est pas absente. S'agissant de l'amant, il faut quand même rappeler une chose, c'est un mot de Robert Sabatier. Comme avant que l'Académie couronne le livre avait déjà eu un énorme succès, Sabatier avait dit cette année, on a donné Duras au Goncourt. On arrive au terme de cette soirée. Je voudrais d'abord dire, Madame la Présidente, merci encore, mais que notre ami et votre académicien, Pierre Assouline, a mentionné le nom de Robert Sabatier. Il faut savoir que Robert Sabatier n'a pas simplement été un académicien Goncourt, mais qu'il a été aussi, ici, sous Jean Gattegno, un premier président et un très grand président de la commission qui était alors celle de théâtre et poésie. C'était une seule et même commission à l'époque, il faut le dire. Et que, évidemment, on garde au souvenir ici très ému de lui et ça nous donne l'occasion d'évoquer sa mémoire vivante. Merci. Robert Copp, dans le livre, se trouvera en librairie le 11 octobre, ce qui explique qu'il ne soit pas là ici ce soir, sinon je pense que vous avez été très nombreux
à lui demander une dédicace. Merci Jean-Claude Perrier, merci Marie Dabadi. La soirée ne finit pas totalement. Un pot de l'amitié vous est offert. Et merci à vous tous et toutes d'avoir été là. David, c'est vraiment Merci.